Bonjour, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoude et je ne serai pas votre animateur aujourd'hui pour l'émission. Malheureusement, je suis en confinement préventif. Alors, je vais laisser la place à Charles Verville aux communications à Victoriaville pour prendre ma place. Puis c'est bien correct parce qu'aujourd'hui, on fait un grand ménage. Puis moi, le ménage, c'est pas mon fort. Fait que merci beaucoup, Charles, de prendre ma place aujourd'hui. Vous allez aller voir avec lui des belles grosses machines qui vont nettoyer les rues de Victoriaville et préparer la ville pour la belle saison. Alors, bonne écoute et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Je me trouve présentement en compagnie de Francis Dubois, qui est contremaître au sein de l'équipe des travaux publics de la ville de Victoriaville. On parle du grand ménage du printemps. Qu'est-ce que vous faites exactement au printemps de particulier pour le ménage? Eh bien, Charles, aussitôt qu'on termine des opérations, qu'on sort des opérations hivernales d'entretien des rues et des chemins publics, des trottoirs et compagnie, à ce moment-là, on tombe dans les opérations printanières. On remet la ville à l'état potable, justement. On fait du balayage de rue, on fait du colmatage de nids de poules, on ramasse les balises à neige. Donc, tout ce qu'on a, les traces de l'hiver, on essaye de les remettre là, en état normal. Dans l'ordre, ça ressemble à quoi les tâches que vous avez à faire? On commence par quoi exactement? Eh bien, aussitôt qu'on n'a plus de neige, là, justement, là, dans les rues, là, sur le bord des trottoirs et tout, on commence les opérations de balayage des rues. On commence les grandes artères, les places où il y a des trottoirs. On commence même à balayer les trottoirs. On fait du colmatage de nids de poules. Et ensuite de ça, quand la fonte s'accélère et qu'il n'y a plus de neige là, en bordure de rue et que les citoyens peuvent balayer leur entrée, leur pelouse, à ce moment-là, on rentre un petit peu plus dans les quartiers là, pour faire l'entretien, enlever les balises à neige et compléter tout ça. Au moment où on se parle, je pense qu'on est sur le terrain, on est en train de faire le nettoyage. Si tu veux bien, on va aller voir, on va se déplacer, puis on va aller voir de plus près qu'est-ce que vous faites comme travail. Pas de problème. On va y aller. Donc, on se déplace dans un quartier résidentiel pour voir concrètement comment ça fonctionne le balayage de rue. Francis, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi les étapes pour bien nettoyer nos rues. La première étape consiste à justement mettre de l'eau avec nos camions-citernes sur le bord des rues et nettoyer les centres de rue justement avec l'eau ou avec une brosse pour envoyer ça sur les côtés. Effectivement, c'est la première étape. Cette étape-là nous permet justement d'éviter que la poussière lève pour éviter d'incommoder les opérateurs et les citoyens également. Puis la deuxième étape après ça? La deuxième étape, à ce moment-là, nous, on passe avec deux chargeurs munis de brosses, de brosses Edinette. Eux autres, ils vont ramasser à peu près 80-90 de la pierre qui a été déposée là durant l'hiver. Donc, ils vont faire un premier passage qui va ramasser le plus gros. Donc, ce n'est pas des appareils qui sont faits pour la finition, mais c'est des appareils qui sont faits pour aller ramasser le maximum de volume pour le balayage printanier. Et pour les citoyens, à ce moment-là, il faut comprendre que c'est pas terminé, là. Non, c'est pas terminé. Il reste une dernière étape. Comme je vous dis, les chargeurs sur rue vont faire le plus gros. Il va rester plusieurs semaines après le balayage de finition. On a justement un balai vacuum que lui va passer faire l'étape de finition. Là. Justement, les citoyens qui n'auront pas terminé de balayer leur pelouse vont pouvoir quand même bénéficier d'un deuxième passage de balai. Puis cet appareil-là, justement, va peut-être un petit peu moins rapidement dû à sa capacité de chargement, mais il est muni d'un système qui permet une meilleure finition, là, justement, du balayage. On va aller voir de plus près comment ils travaillent. Ça marche, pas de problème. Donc, on va aller voir, Francis, la deuxième étape est maintenant terminée. Oui. Donc là, le plus gros a été nettoyé. Effectivement. Et comme on voit, il en reste toujours un petit peu, là, justement, dû aux déformations de la chaussée. Il peut y avoir justement des bacs à poubelles qui étaient un petit peu plus en bordure de rue. C'est qu'à ce moment-là, il reste un nettoyage final à faire. Et ce nettoyage final-là, on le fait avec notre balai vacuum, comme j'ai expliqué tantôt, que lui va vraiment faire là, la finition. Là. On va l'appeler? On l'appelle.
Donc, la troisième étape est maintenant réalisée. Le contremaître est content. Très content. Le travail est de qualité. Très, très bien. Qu'est-ce que le citoyen peut faire exactement? On sait que des fois, on balaie sur la petite pierre sur le bord de la rue. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour vous aider? On demande la collaboration des citoyens pour éviter de faire des tas le long des rues. Souvent, on aurait l'impression qu'en faisant des petits tas, ça l'aiderait, ça va faciliter les opérations de balayage. Malheureusement, c'est plus difficile à balayer un tas pour des appareils comme on a vu que de balayer justement des abrasifs là, qui sont laissés un peu comme ils étaient au début du printemps. Donc, il faut la balayer en bordure de rue, tout simplement. En bordure de rue, peut-être le balayer à un pied du bord pour éviter d'endommager les pelouses, pour accélérer les opérations de balayage. Également, c'est d'éviter de mettre des obstacles qui pourraient nuire, là, des paniers de basketball, des poubelles, également des autos. Fait qu'on évite justement de stationner là, tant aussi longtemps que les balayeurs n'ont pas été ramassés. On évite également de mettre la pierre aussi dans les différents bacs également là, pour qu'on puisse la réutiliser. Effectivement, on a un point de dépôt depuis plusieurs années qui est au 400 rue de Bigarré, au garage municipal. Fait qu'on invite les citoyens justement à aller porter les balayeurs à cet endroit. Ça nous permet encore plus de récupérer encore plus de pierres, ni plus ni moins, là, justement, là, pour pouvoir la réutiliser l'hiver d'ensuite. Et un citoyen qui aurait malheureusement pas pu balayer sa pierre avant que vous passiez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous, on fait un deuxième tour d'horizon au courant du mois de mai. Et c'est sûr qu'on va passer plusieurs fois au courant de l'été avec le balai qu'on a vu qui fait la finition. Donc, ce balai-là, justement, les citoyens n'ont pas à s'inquiéter. On va repasser là, au courant de l'été. Deuxième tournée qui est prévue, naturellement. Oui. Donc, ce serait que notre ville soit belle et propre pour l'été. En effet. Francis, merci beaucoup pour ces détails. Très intéressant. Merci beaucoup. On se déplace maintenant en studio pour le bloc Actualité. On poursuit maintenant avec le bloc Actualité. Soyez rassurés à la maison, Pierre Lecoude et Fanny Landry seront de retour très bientôt pour continuer cette émission. Mais vous savez, il s'en passe beaucoup des choses à Victoriaville ces temps-ci. D'ailleurs, on travaille à la Ville sur le développement d'un nouveau plan particulier d'urbanisme pour le secteur Notre-Dame-Ouest. En gros, en quoi ça consiste? C'est simple. Peut-être que vous y avez déjà participé par le passé pour le secteur du centre-ville, avant que les travaux de réaménagement du centre-ville aient pu être réalisés, ou dans le secteur Arthabasca, où là, la population est invitée à partager des idées. Un plan particulier d'urbanisme, en fait, c'est une planification sur le développement d'un secteur visé. Au centre-ville, par exemple, ça a permis d'avoir un marché public en plein air, ça a permis d'avoir plus de place pour s'asseoir également pour la population. Pour le secteur Arthabasca, récemment, il y a eu des ajouts de mobilier urbain, des bancs, des poubelles à 3 voies également. Donc, ça venait des suggestions des gens du public qui étaient invités à s'exprimer. Cette fois-ci, on se déplace dans un autre secteur de la ville, mais dans le secteur Notre-Dame-Ouest. Donc, à partir de l'Hôtel de Ville jusqu'à la rue de l'Aqueduc, et on remonte jusqu'à la promenade des aînés près de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Donc, la population est invitée ces jours-ci à partager leurs idées. Quelles sortes d'idées? Ça peut être de toutes sortes. Aménagement urbain, ça peut être au niveau du patrimoine, au niveau des services, à savoir, dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a des services que vous jugez qui sont manquants, qui devraient être ajoutés? Donc, auxquels la Ville pourrait participer ou contribuer finalement à ajouter ces services-là dans le secteur. On parle beaucoup de rues, de trottoirs également. Et donc, il y a un site Internet qui est rendu disponible par la Ville de Victoriaville pour inviter les gens à soumettre leurs idées. Comment vous voyez Notre-Dame-Ouest d'ici 10 à 15 ans? C'est l'occasion de vous exprimer. Toujours dans les actualités de la Ville, il y a également le projet Éclaircis ta tête. En fait, c'est le projet qui est réfléchi et pensé par le Conseil jeunesse de la Ville de Victoriaville en collaboration avec le Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. L'invitation porte pour les jeunes de 12 à 24 ans qui sont invités jusqu'au 30 avril prochain à soumettre une chanson, un dessin, une photo, une œuvre, tout type de projet artistique qui doit aborder le sujet de la santé mentale. Donc, c'est une invitation qui est faite aux jeunes des 22 municipalités de la MRC d'Arthabasca à partager leurs grands talents afin qu'ils puissent participer au projet qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une exposition à être visible. Donc, c'est possible jusqu'au 30 avril de partager son grand talent pour les 12-24 ans sur le site de la Ville de Victoriaville. On poursuit maintenant avec la grande entrevue. Cette fois, on va parler de patrimoine religieux. Pour cette grande entrevue, j'ai le plaisir de rencontrer Patrick Paulin, qui est conseiller municipal du district Charles-Édouard Mayotte, et Mélanie Pinard, qui est conseillère en architecture et patrimoine au sein de la Ville de Victoriaville. Bonjour. Bonjour, Charles. On parle de patrimoine. C'est important pour une ville comme Victoriaville de parler de patrimoine? Je pense que c'est plus important
Au-delà de Victoriaville, actuellement, on a un courant, et dans toutes nos sociétés occidentales, où les municipalités, les pouvoirs de première ligne s'intéressent au patrimoine. On a connu des années, dans les années 70, où tout le bâti patrimonial cède sous le poids des pépines, on va dire. Et là, depuis, il y a une prise de conscience que pour avoir une communauté, il faut vraiment s'appuyer sur ce qu'elle a construit, cette communauté. Donc tout ce qui est bâti, mais également on parle aussi de patrimoine paysager. Donc pour Victoriaville, en 2009, la ville va se doter d'une politique du patrimoine, hein, va adopter ça, et ça va être, je pense, un moment marquant de la ville de se dire on a des bâtiments qui symbolisent tout l'historique de construction de notre ville, qui va être un réflexe identitaire, des points de repère culturels également. Donc, on va protéger ce patrimoine-là. Un engagement, essentiellement. Là, effectivement, mais comme d'habitude, la ville ne prend pas simplement des engagements, elle va mettre les bottines au service des babines, et justement, il va y avoir un poste à la ville avec Mélanie qui va s'occuper du patrimoine à ce niveau-là. À temps plein pour s'intéresser au patrimoine. Oui. Et accompagner aussi notre communauté. Une ville, quand elle décide de protéger le patrimoine, c'est une chose, mais il faut que la communauté prenne le pouls, s'intéresse, s'approprie cette protection de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs qui sont très représentatives dans le patrimoine bâti, justement. À Victoriaville, en plus, on a quelques édifices qui sont particulièrement intéressants. La plupart des gens vont penser au Grand Union, mais on a des édifices aussi qui portent une valeur culturelle et historique, qui est notre patrimoine religieux. Et là, justement, on va en parler de ce patrimoine religieux, Mélanie, parce que c'est important. On a toute une démarche à la ville à s'intéresser justement à qu'est-ce que sera demain sur ce patrimoine religieux-là. En effet, parce qu'on dit souvent que nos églises sont nos châteaux. Donc, à Victoriaville, c'est certain que le patrimoine bâti, c'est souvent ce qui donne l'identité spécifique d'une ville. Aujourd'hui, une signature, parce qu'on construit aujourd'hui partout de la même façon, que ce soit à Saint-Bruno, à Victoriaville, à Rivière-du-Loup. La construction d'aujourd'hui est très similaire. Donc, si on se fie juste au patrimoine qui est très contemporain, c'est très similaire. Ce qui distingue une ville d'une autre, c'est souvent sa trame urbaine ancienne, ses quartiers anciens, son architecture patrimoniale, parce que c'était fait main, c'était fait par les artisans de la place, souvent avec des matériaux, soit des matériaux locaux ou des savoir-faire locaux. Donc, c'est très identitaire et ça nous permet d'avoir une distinction par rapport à une autre municipalité quand on préserve bien notre patrimoine bâti. Nos églises aussi, nos églises étaient situées dans des points, souvent des points élevés dans la ville. On faisait des grands clochers. Donc, dans le paysage d'une ville, les clochers sont super importants. Ils sont vraiment des points marquants de nos villes. Souvent, les noyaux villageois se sont développés autour de ces bâtiments qui étaient très au cœur de la vie quotidienne des citoyens. Donc, c'était toujours à des endroits très centraux. Et donc, ce qui s'est construit autour des églises, c'est très important dans l'historique d'une municipalité. Et si je peux me permettre, Mélanie, il y a un attachement, au-delà du bâti, il y a un attachement historique, culturel de tous les citoyens, pratiquants, non pratiquants. On est habitué à avoir dans notre paysage cette église qui symbolise un petit peu le noyau villageois, comme vous le disiez. Puis il y a des souvenirs, beaucoup de gens qui ont été baptisés, qui sont mariés dans ces endroits-là. Donc toute cette progression culturelle et historique. Et je pense que pour une ville, c'est notre devoir d'aller faire des partenariats avec notre communauté. Puis on va voir qu'on en a amorcé un magnifique avec la fabrique, de se dire, on ne peut pas laisser aller ces bâtiments sans se poser des questions. Comment on peut les garder au sein même de notre vie collective, au sein même de notre identité municipale? On va prendre un moment pour en parler un peu plus justement avec Samuel Dupuyoul, qui est président de la Fabrique Sainte-Victoire. Tout à fait. Mélanie, on a pu voir auparavant avec Patrick l'importance du patrimoine. La ville avait des attentes particulières là, avec son patrimoine religieux. Oui, bien sûr. Alors, on avait surtout des préoccupations par rapport au patrimoine religieux. Il y avait eu la fermeture de Saint-Gabriel-l'Allemand et la fermeture de Saint-Martyr canadien. Et donc, on voulait savoir
qu'est-ce qui était le plan d'avenir des deux paroisses avec leurs églises pour pouvoir se préparer. Parce que pour préparer un projet de transformation d'église, on peut compter de 5 à 8 ans selon l'expérience là, vécue au Québec. Donc, on ne voulait pas être pris à la dernière minute si jamais c'était une solution qui était envisagée par les paroisses. Donc, on s'est assis avec les paroisses en 2014. On leur a demandé c'était quoi leur vision. On les a revus en 2016. Et là, ils nous ont dit, bien nous, on leur a demandé c'était quoi leurs besoins. À Saint-Christophe, ils nous ont dit, nous, c'est de la mise en valeur qu'on a besoin de l'Église. Donc, on a fait un projet de mise en valeur qu'on pourra vous présenter plus tard dans l'année. Et au niveau de Sainte-Victoire, ils nous ont dit, bien, on a besoin d'aide technique. Donc, on a travaillé avec la paroisse pour préparer différents éléments. Donc, on a fait des bilans de santé, on a fait aussi l'étude de l'accessibilité universelle des bâtiments. Et donc, pour le reste, je vais laisser Samuel en parler, mais on a aussi préparé un projet de consultation. Où en est-on avec la fabrique Sainte-Victoire, avec l'avenir de ces bâtiments? Bien, comme un petit peu disait Mélanie tout à l'heure, on a dû se départir de 2 bâtiments dans les dernières années. Ce n'est pas une chose qui est facile pour une paroisse ou une fabrique comme la nôtre, parce qu'il y a beaucoup de paroissiens qui sont choqués ou qui ne comprennent pas nécessairement les besoins de la fabrique d'aujourd'hui. Et c'est le pourquoi l'enquête qui va vous être proposée un petit peu, on en parlait un petit peu tout à l'heure, va nous aider, nous, en tant que fabrique, à prendre des décisions pour l'avenir, ainsi nous aider à prévoir aussi l'avenir dans 5 à 8 ans, parce que, comme disait Mélanie, c'est long de préparer un projet et ça prend beaucoup d'aide technique que la fabrique n'a pas, ou les citoyens ne sont pas tout à fait au courant de tout ce qui se passe dans notre fabrique, parce que c'est un secteur assez fermé. Si tu n'es pas pratiquant, si tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas nécessairement au courant de tout ce qui se passe. Et c'est ce qu'on veut faire découvrir, dans le fond, à l'entourage, de savoir qui on est puis qu'est-ce qu'on a de besoin pour l'avenir. C'est important aujourd'hui de permettre aux paroissiens de s'exprimer aussi sur les besoins, l'avenir finalement de leurs églises. Là. Exactement, parce que c'est des bâtiments, comme disait Mélanie, qui sont, et Patrick, imposants. Le monde s'identifie à ça. Donc, on ne veut pas avoir à fermer éventuellement une autre église, sans quoi, bien, il faut être prêt à le faire. Et on ne veut pas arriver avec, pas des gardes de clocher, excusez-moi. En fait, c'est très coûteux, un bâtiment à réparer, à entretenir. Les bâtiments religieux sont extrêmement coûteux. Donc, il faut se préparer pour l'entretien, ça prend des campagnes de financement, si on veut faire des modifications, la viabilité à long terme. Donc, c'est toutes des choses qui se préparent, puis les budgets ordinaires, là, je pourrais dire, les budgets réguliers, bien, ils ne suffisent pas nécessairement à tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut préparer des choses, mais là, on veut savoir c'est quoi qu'il faut préparer, donc on veut consulter la population. Donc en terminant, on invite les gens à suivre l'actualité, voir un peu les occasions qui vont leur être offertes finalement pour s'exprimer. Dès la fin avril, il y a des enquêtes ou sondages, là, peu importe. Il y a des questionnaires qui vont être envoyés à la population. Il va y avoir des questionnaires en ligne aussi qui vont être accessibles. Et ce qu'on souhaite, c'est que les gens répondent à nos questionnaires pour qu'on soit en mesure d'avoir vraiment le pouls des citoyens, qui soient des pratiquants, des non-pratiquants, parce que les églises font partie du paysage. Mais les pratiquants, c'est sûr qu'ils sont au cœur de notre consultation parce que ça les concerne directement. L'invitation est lancée donc à tous. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Samuel, pour ces propos. Merci. On se déplace maintenant sur la route. On va aller à la rencontre de Yannick Fréchette, conseiller municipal du district Sainte-Victoire. Bonjour, Yannick. Salut, Charles. Ça va bien? Ah oui. Hein? Je m'attendais à voir Pierre-Luc. Oui, exactement, c'est ça. Je le remplace à pied levé aujourd'hui. Correct. Yannick Fréchette, conseiller municipal du district Sainte-Victoire. Oui. On se trouve dans ton quartier, dans ton secteur, oui. Plus précisément dans le parc Pronovo. Oui. Parle un petit peu de ce qui se passe dans ton district électoral. Oui, bien là, déjà l'année passée, il y a un gros projet qui a été mis en place, là, un gros projet de 7 millions en infrastructure ici. Donc, on a commencé au niveau des sanitaires et du pluvial. C'était attendu quand même des gens du secteur Carmi. Oui, c'est attendu depuis plusieurs années, là, vraiment plusieurs années. C'est un gros projet là, que mon prédécesseur a travaillé. Puis ça a été très bien ficelé, très bien attaché. Puis l'année passée, là, ça a été le déploiement pour la phase 1, en fait.
Parce qu'on n'improvise pas pour expliquer aux gens, là, on a procédé à l'ajout des infrastructures, c'est ça? Oui, des infrastructures. Puis ce qui était particulier ici, c'est que de plus en plus, le ministère de l'Environnement demande à ce que l'eau, en tout cas l'eau de pluie, soit gérée où ce qu'elle tombe. Donc, pour donner un répit, en tout cas moins de pression dans nos systèmes à nous, moins de pression à l'eau bout, donc au niveau du traitement des eaux. Donc, ce qui est particulier ici, c'est qu'il y a eu l'installation des noues pour vraiment traiter que l'eau s'infiltre dans le sol et ne prend pas notre réseau habituel, puis s'en aille dans... Ça, c'est pas une obligation de la Ville, c'est vraiment partout au Québec que les municipalités doivent s'adapter. C'est vraiment un mouvement qui, maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment cet aspect-là qui est prioritaire. Puis ici, bien, compte tenu qu'il n'y avait pas, dans le fond, ce qu'on voulait, en fait, c'est, au-delà d'innover, c'était répondre aux besoins du ministère, qui était très actuel. Et les besoins des gens, donc ajouter les services d'eau potable, les eaux usées également, et un nouveau pavage également pour embellir finalement aussi le parce qu'en frais de pavage, lorsque je me promène dans mon district, on est très conscient que dans le quartier ici, il manquait beaucoup d'amour. Donc, l'ancienne Sainte-Victoire, on voulait qu'il soit mis à jour avec l'ensemble de la ville, de Victoriaville. Donc, on voulait s'assurer que ça serait conforme avec ce qu'il y a partout ailleurs ici à Victoriaville. Puis on s'entend qu'on essaie de coordonner aussi en même temps, tant qu'à creuser, on s'arrange pour que l'asphalte soit après et non avant, pour ne pas gaspiller non plus. Exactement. Puis hier, j'ai eu des informations qu'on va même... Au niveau de la rue, exemple, Cormier, on va faire des ajustements physiques au niveau du trafic, entre autres, là, pour ralentir le trafic. Il y a des intersections qu'on va bouger un petit peu, simplement pour replacer les véhicules dans les bons axes pour prendre la rue. Donc, tout ça pour jouer au niveau du trafic, au niveau de la vitesse, au niveau de la sécurité des citoyens. C'est vrai qu'il y a une consultation aussi en même temps pour voir, au niveau de la sécurité routière, essentiellement, voir un peu quelles actions pouvaient être prises. Exactement. Donc, tout ça vient ensemble. C'est un gros projet d'ensemble qu'on attache avec nos services, bien entendu, avec les ingénieurs, les citoyens. Parce que pendant la phase 1, je me suis déplacé régulièrement vers les citoyens pour vérifier comment ça allait. Et s'il y avait lieu à faire des ajustements en cours de route, bien, on a fait des ajustements en cours de route. Donc, pour mieux se préparer aussi pour la phase 2. Donc, la phase 2 qui va commencer bientôt. Donc, pour l'été 2021. Pour l'été 2021, exactement. Et c'est sur 3 ans, je crois. Exactement. 3 phases, 3 ans. Excellent, excellent. Donc, je présume que les gens qui sont concernés vont recevoir des informations concernant rencontre d'informations, voir un peu quel impact ça va avoir finalement sur leur Exactement, tout à fait. Exactement. Excellent. Ça bouge aussi également. On traverse le Rano, en fait, là, dans un autre secteur qui est en développement. Ça pousse quand même pas mal aussi dans le secteur de la rue Meunier. Oui. Donc, un beau projet également cet été qui va prendre forme. Oui, un beau projet. Là aussi, on est allé vers les citoyens au niveau de la consultation. Donc, en mai, en tout cas, d'après moi, ça devrait être livré en début juillet. Donc, un beau parc. On appelle ça un parc de voisinage, en fait. Donc, c'est différent de d'autres grands parcs qu'on peut voir comme Bellevue. Donc, un Bellevue, dans le fond, c'est pas plus grand que le quartier. Ça répond même à des demandes régionales où il va y avoir des compétitions et tout. Donc, le parc Meunier, c'est vraiment un parc de voisinage pour les gens en place. Donc, c'est plus petit. Au niveau, c'est plus convivial dans la façon de procéder. On va faire des installations suite à la recommandation des citoyens des balançoires. Donc, c'est une demande qui était faite, mais dans le premier esquisse, on ne l'avait pas mis en place. Puis avec les échanges avec les citoyens, on s'est dit oui, c'est vrai, les balançoires, ce serait intéressant dans le parc de voisinage. Donc, ça va se faire début mai, les travaux devraient commencer mi-mai. Et on parle de parc, on parle de loisirs. On s'entend comme conseiller municipal, tu es appelé à siéger sur différents comités. Il y en a un nouveau maintenant à la Ville de Victoriaville, une nouvelle responsabilité qui s'est ajoutée. Ça ressemble à quoi, ce nouveau comité-là? Bien, le comité, c'est LVC, Loisirs, Vie communautaire. Et c'est très évolutif. C'est un nouveau comité. Okay. Donc, il y a Marc Morin comme élu qui siège sur le comité avec Sophie Lambert. Donc, rapidement, on a ajouté aussi événements. Donc, c'est LVC événements. Parce que bientôt, on va pouvoir participer à des événements. Exactement. Puis pour nous, il y avait une cohérence là-dedans, dans le sens qu'on va parler de loisirs, vie communautaire. Puis le côté événementiel, il était dans un autre comité, puis nous, on l'a rapatrié avec nous. Donc, il y a un gros travail qui se fait au niveau d'un cadre de référence par rapport à ce que les gens, quand ils vont venir nous consulter, vont venir déposer des projets, ils vont avoir déjà un cadre bien établi pour les accompagner. Il y a un guide
qui est même disponible actuellement, qu'on est en train de mettre à jour, mais il est disponible sur le site de la Ville. Un guide pour accompagner. Les guides, bien, pour ceux qui veulent organiser des événements, petite envergure ou grande envergure, c'est le même guide. Très bien fait. Tout est très bien expliqué. Parce que nous, ce qu'on veut ici à Victoriaville, c'est sûr que les événements, comme tu dis, Charles, vont reprendre leur place. J'espère. Puis ce comité-là va être vraiment un comité pivot pour relancer, je dirais, tout ce qui est vie sociale, tout ce qui est vie communautaire, tout ce qui est événements, tout ce qui est loisirs. On est en train de se positionner très fort. On veut aussi se positionner au niveau régional, donc même au niveau provincial, avec des événements avec plus grande envergure. Et puis c'est pour ça qu'on a vraiment défini un nouveau comité pour ça, exactement. Et on veut bien accompagner aussi les organismes, les gens du milieu dans leur travail. C'est parce que c'est aussi le rôle de la Ville également. Là. Oui, bien, on veut être facilitateur, qu'on dit. Fait que déjà, là, on est en train de mettre un cadre où c'est que les gens qui vont, exemple, au niveau culturel, il va y avoir une personne attitrée à la Ville au niveau culturel. Au niveau du loisir, il va y avoir une personne attitrée pour accompagner les gens qui, au niveau du loisir, créent des événements. Et tout autre événement aussi, il va y avoir, c'est Francine, je me souviens bien, qui va être là. Donc déjà, les gens, ils vont avoir, je vais appeler ça mentorés, ils vont être très bien accompagnés pour pouvoir déployer leur projet. Et s'assurer d'une cohérence aussi en même temps dans l'offre culturelle et l'offre finalement qui est offerte sur le territoire. Exactement, une belle diversité. Puis ce qu'on veut aussi, c'est, je vais prendre l'exemple il y a quelques années que j'étais arrivé, Charles, je ne sais pas si tu te souviens de On sort en ville. Oui. On sort en ville est arrivé avec une initiative citoyenne. Ça a sorti d'une boîte. Là. C'était Kevin Fournier, je pense, qui était avec ce projet-là. Projet citoyen, on ne savait pas trop comment l'accompagner. Ouais. Il voulait créer quelque chose au centre-ville. Puis là, on a comme été un petit peu déstabilisé au niveau de la ville. Puis c'est de là aussi qu'il est devenu créer un comité. Parce que ce qu'on veut à travers ça, c'est un citoyen qui a une idée, un citoyen qui veut s'impliquer, mais qu'on puisse lui donner les outils puis qu'on puisse lui donner une porte d'entrée qui va être nous. Bon, bien, je suis content de voir que vous avez beaucoup de sujets de discussion au sein de ce comité-là. Puis beaucoup, je vois que tu ne chômes pas non plus également dans les réalisations dans ton secteur. Bien, merci beaucoup, Yannick, pour les précisions. Puis au plaisir de se rencontrer au cours de l'été. Bien, un énorme plaisir, Charles. Et voilà ce qui complète Victo 360. Pierre-Luc, je te cède la parole pour le mot de la fin. Voilà, c'est ce qui conclut notre émission. Merci beaucoup, Charles Verville, pour ta participation. Tu as été tellement bon que j'espère que je vais pouvoir être engagé encore une fois pour la prochaine édition de Victo 360. Sur ce, je vous rappelle d'aller cliquer sur monidée.ca, donner vos idées, vos suggestions pour la revitalisation du secteur Notre-Dame-Ouest. Et je vous souhaite un agréable printemps. Merci tout le monde.